Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 26 août 2025. C'est une assez belle journée, mais elle est fraîche finalement. Les températures commencent à être très facilement en dessous de 20 degrés. Et donc, mais c'est 15, plus 15 et comme ça. Mais quand même, ce n'est pas les 30 et quelques de la semaine dernière ou les 29, 28 de la semaine dernière. Une fois dit ça, c'est parce que finalement, on s'approche de la fête du travail, qui cette année est vraiment très près. C'est lundi, mais lundi qui s'en vient. Donc, finalement, c'est ça. C'est la fin finalement de la période des vacances. Et pourquoi elle s'appelle fête du travail? L'idée de fond de la fête du travail, qui est une fête, je crois, encore de l'époque de la reine Victoria en Grande-Bretagne. Donc, c'est une fête britannique au départ. Et c'était une journée de congé pour permettre aux gens d'aller à l'église et prier. Parce que à l'époque, les gens ne faisaient que travailler tout le temps, toute la semaine, y compris la fin de semaine. Donc, c'était de donner une journée par année juste pour se concentrer sur la propre spiritualité. Et donc, le progrès de l'âme, et puis, donc, c'est ça. Ça, c'était la raison de cette fête du travail. Naturellement, quand une fête est établie, c'est difficile de l'enlever. Donc, même si c'est pas tout à fait une fête du travail, parce que oui, c'est vrai qu'on ne travaille pas, mais plus que autre chose, ça nous avise que c'est la fin des vacances, lesquelles étaient une période de temps de vacances, de pas de travail. Donc, finalement, ça reste cette fête-là. Et qu'est-ce que ça indique? Ben, ça indique finalement que la période, disons, légère de l'été finalement termine et que donc on s'en va vers la période sérieuse de l'automne et voilà, et avec toutes ses conséquences. Est-ce qu'en économie tout va bien? Oui, apparemment, nous on se réfère toujours au marché américain parce que nous sommes gestionnaires de portefeuille et donc on investit essentiellement nos clients dans le marché américain, mais le marché américain qui est coté en dollars canadiens à la bourse de Toronto, c'est-à-dire l'équivalent canadien d'un produit américain. Essentiellement, c'est des fonds négociés en bourse. Naturellement, on fait des options, ça c'est habituellement c'est américain. On fait des marchés à terme qui sont américains aussi. Et finalement, c'est ça. Donc, on regarde beaucoup le marché américain. Et à présent, il y a toute une diatribe aux États-Unis entre mettons, M. Trump la Réserve fédérale. M. Trump n'aime pas M. Powell et apparemment M. Powell n'aime pas M. Trump. Et puis ensuite, là, à présent, ils ont trouvé un scandale. Enfin, Trump a trouvé finalement qu'un membre de ce comité de la Banque centrale, est coupable, c'est une dame, elle est coupable finalement d'avoir fraudé, finalement, en quelque sorte, le fisc ou d'avoir fraudé le système. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame, apparemment, parce que c'est pas encore prouvé, vraiment, elle n'a pas encore été accusée, mais finalement, elle aurait finalement acheté des appartements ou des maisons, soi-disant qu'elle allait y vivre, et en disant cela, l'hypothèque est réduite aux États-Unis. Si on habite la maison dans laquelle on demande, pour laquelle on demande l'hypothèque donne des taux d'intérêt préférentiels. Et donc, cette dame a acheté deux appartements, je crois, ou deux maisons finalement, finalement, en disant qu'elle vivait, mais en réalité, elle ne peut pas vivre dans deux endroits en même temps. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, finalement, c'est ça. M. Trump attaque la Réserve fédérale en disant, vous avez des membres qui sont tricheurs et puis tout ça. C'est toute une histoire à suivre. Mais est-ce que ça affecte la bourse? Bon, pas vraiment. Mais quand même, ça reste que pour le reste, l'économie va bien. On a toujours des statistiques qui importantes qui s'en viennent aussi cette semaine aux États-Unis et puis qui indiquent que finalement, si on s'en va vers une inflation ou non. Mais apparemment, même l'histoire finalement des tarifs de M. Trump ne semble pas créer de problème, au moins pas pour le moment. Bon, mais c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, le sujet est, regardez le titre, c'est Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Ça, c'est finalement le titre en français d'un livre américain qui porte le titre Thinking Fast and Slow. Ce livre, qui a été très, très populaire, il l'est toujours, a été écrit par M. Daniel Kahneman. M. Kahneman est un économiste et en même temps un psychologue, où il était parce qu'il est mort à présent. Donc, il est né en 1934
et il est décédé en 2024. Son décès a créé beaucoup de rumeurs aussi parce que euh, il s'est suicidé. Mais est-ce qu'il s'est suicidé vraiment lui? Non. C'est-à-dire, il a payé je pense, une institution, un hôpital en Suisse. Et puis, c'est l'hôpital suisse qui l'a fait mourir en paix, puis tout ça. Donc, il l'avait annoncé ça. Donc, finalement, tout le monde lui disait non, 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 la vie est belle et tout ça. Mais finalement, il en avait marre, finalement, apparemment, de vivre. Et puis, il avait 90 ans. Il était encore en parfaite santé, mais apparemment, des problèmes s'en venaient petit à petit à son physique. Il voulait pas vivre de problèmes. Il voulait vivre bien ou non, pas du tout. Bon, ben, vu que ça s'annonçait pas vraiment bien dans sa vie future, selon les médecins, donc finalement, il a préféré mettre fin à tout. Donc, ça a été vraiment tout un grand événement. Donc, ce monsieur Kahneman, finalement, il a écrit ce livre Thinking Fast and Slow. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a, comment dire, il a inventé ou découvert, en quelque sorte, la psychologie à l'intérieur de l'économie. C'est-à-dire, quand on prend des décisions, mettons à la bourse, on prend des décisions à la bourse d'acheter ou de vendre, euh, il y a tout un monde psychologique qui nous domine là-dedans. C'est pas sûr on est, mettons, très rationnel dans nos décisions de bourse. Très souvent, on se laisse aller à des situations de psychologie inconsciente qui font en sorte qu'il y a une économie aussi basée sur donc le behaviorisme, le comportement qu'on a psychologique. Donc, pour vous dire, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, c'est le fondement de la théorie des perspectives. On verra qu'est-ce que c'est les perspectives. Et les perspectives, c'est le système 1, système 2 de pensée, et sur laquelle se base la finance comportementale. Donc, c'est le père de la finance comportementale, en quelque sorte, c'est-à-dire de la psychologie appliquée à la finance. Son livre débute avec un livre, je dois vous dire, je le montre toujours à mes étudiants, mais désormais ils sont désabusés. Ils savent que si je pose la question, ils vont sur Internet trouver la réponse. Mais voici le problème avec lequel il commence son livre. Vous avez une batte de baseball et une balle, et les deux ensemble coûtent 1,10 $. La batte coûte 1 $ de plus que la balle. Et combien coûte la balle? Apparemment, tout le monde répond, ou presque tout le monde, 10 cents. Ça vient naturel de dire 10 cents. Ça, c'est le thinks, c'est la pensée, comment dire, le système, la pensée rapide. En réalité, parce qu'on est fait d'une certaine façon, et puis la réponse apparemment majoritairement que les gens font, c'est 10 cents. Je vous dis pas quelle est la bonne réponse. Allez la voir sur Internet et vous verrez que de toute façon, ce n'est pas 10 sous. Malgré le fait que, encore, je vous répète le problème. Une batte de baseball et une balle coûtent 1,10 $. La batte coûte 1 $ de plus que la balle. Combien coûte la balle? Ben, ça vient naturel de dire, ben, c'est 10 cents. Non, non, c'est pas 10 cents. Alors, bonne chance à trouver la réponse. Finalement, quelle est l'idée centrale de monsieur Kahneman? C'est que finalement, quand je dis c'est 10 cents, j'ai répondu vite, c'est-à-dire c'est le système rapide, intuitif, automatique. Ça, c'est la page 3. Donc, c'est le système 1. Et le système 2, c'est lent, réfléchi, analytique. Donc, c'est quand on analyse l'histoire de la balle, de la balle, combien ça coûte la balle. Là, si on utilise le système 2, on est lent à trouver la réponse, on est réfléchi et on fait l'analyse de la situation. Et on a la bonne réponse. Mais on a le système 1, c'est-à-dire on veut répondre rapidement, intuitif, automatique. Et ça, c'est pour ça que les gens disent en majorité 10 cents. Donc, l'impact de nos décisions sont souvent irrationnels. Le concept clé, les concepts clés finalement de ce livre et de monsieur Kahneman. Donc, c'est les concepts clés sont heuristique et biais. Donc, l'heuristique, pour s'entendre sur le terme, c'est on a quelques indications et à partir de quelques indications, on extrapole avec une conclusion, laquelle n'est pas nécessairement la bonne. Donc, heuristique et biais, donc c'est des raccourcis mentaux et qui nous amènent à des erreurs. Qui nous amène à des erreurs, c'est un effet d'ancrage, influence des premières informations. Par exemple, il y a, mettons, des gens, beaucoup de monde pense que l'or, finalement, c'est vraiment sûr, un bon investissement et tout ça. Et en réalité, si vous regardez l'évolution du prix de l'or depuis 1980,
à aujourd'hui. 1980, l'or était à 800 dollars US. Et aujourd'hui, il est à, je sais pas, 2000 et quelques. Donc, on dit, il a grandi de prix. En réalité, si vous regardez la dévaluation de la monnaie, on s'aperçoit que le prix d'aujourd'hui, même si c'est 3000 dollars, ne correspond pas comme pouvoir d'achat aux 800 dollars US de l'époque. Malgré cela, donc, ce qui prouve que ce n'est pas vraiment un cas d'investissement d'avoir investi dans l'or. Et la dévaluation de la monnaie, finalement, ramène finalement à des chiffres qui se paraissaient grosses aujourd'hui en disant, oh, il a augmenté de prix, là. Mais en réalité, il n'a pas vraiment augmenté du point de vue de la valeur constante de la monnaie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici l'effet d'ancrage. Je suis convaincu que l'or est bon et donc il faut acheter, mais en réalité, quand on l'analyse à long terme, on s'aperçoit que c'est pas un grand succès comme tel. On a une aversion aux pertes et quand les pertes, c'est-à-dire on considère les pertes supérieures aux gains. Ça, c'est les conclusions toujours de ce monsieur Kahneman. Illusion de compréhension, l'illusion de savoir. Donc, il y a trois effets finalement négatifs, si vous voulez. C'est ou quatre, comme il dit. L'heuristique est bien. Donc, on a le raccourci mental. Il est le plus facile de dire 10 cents. Ça, c'est la raison. Ensuite, on a l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est parce qu'on a été habitué, éduqué à raisonner de cette façon-là. L'aversion aux pertes. Donc, les pertes, je n'aime pas les pertes, mais ici, donc, ça s'applique pas vraiment sur l'histoire de la balle. Mais en général, les gens ont une aversion pour les pertes plus grande que pour les gains. Enfin, ils aiment les gains, mais les gains, ils sont tolérants à couper dans les gains, tandis que ils se contentent dans les gains. Tandis que dans les pertes, non, ils veulent, enfin, ils trouvent ça plus dangereux. C'est ça qui dit la conclusion dans le livre. Et l'illusion de compréhension, c'est-à-dire illusion de savoir. Combien de monde ont pensé depuis que M. Trump a été élu que finalement l'histoire des tarifs nous a mis en ruine, mais au moins à 8 mois après qu'il a fait ça, finalement, il n'y a rien qui se passe et ça n'a pas touché vraiment l'économie et à l'intérêt des gens. Donc, la force du livre, c'est les fondements de la finance comportementale, comme je vous dis. Fouillez ce sujet-là sur Internet, c'est tout un sujet. Dans mes livres académiques avec à l'université, c'est des chapitres là-dessus sur la finance comportementale. Donc, la profondeur scientifique accessible, et puis finalement, exemple concret et percutant, ça c'est les forces du livre. Naturellement, il a des limites. Le livre, si vous le lisez, c'est un peu lourdet à lire, et donc il est dense et plein de répétitions, et il y a peu d'applications intermédiaires. Et donc, finalement, la citation clé à se souvenir de M. Kahneman, rien dans la vie n'est aussi important que vous le pensez quand vous y pensez. C'est tout à raisonner là-dessus. Donc, c'est une citation clé qu'on nomme, on montre qu'on cite toujours quand on parle de M. Kahneman, lequel est un grand monsieur, je dois vous dire. Il a eu le prix Nobel et puis tout ça. Donc, les applications de cette théorie de M. Kahneman en finance, c'est comprendre les biais des investisseurs. Ensuite, le marketing, exploiter les heuristiques, c'est-à-dire, encore une fois, le mot heuristique, ça veut dire avoir quelques éléments et à partir de ces quelques éléments, tirer des conclusions. Le management, réduire les erreurs de jugement. Les deux dernières pages, je vous donne le système 1 et le système 2. Donc, le système 1, il vous dit, c'est un raisonnement rapide, intuitif, automatique et avec émotion. Tandis que quand on est le système 2, on est lent, on est réfléchi, on a une logique qu'on cherche là dans les choses et on a un effort cognitif, c'est-à-dire je veux être sûr. Donc finalement le système 2 c'est le bon, le système 1 non, mais en réalité dans la vraie vie on mélange les deux. Donc la dernière page, les heuristiques et les biais cognitifs. Donc il y a l'effet d'ancrage, c'est-à-dire, comme je vous disais, les gens pensent que l'or est très bien. Et finalement, quand on achète l'or, oui, il vaut plus, avec le temps, peut-être, il prend de plus en plus de valeur en dollars. Mais par rapport à la dévaluation de la monnaie, il ne suit pas la dévaluation de la monnaie. Ensuite, donc, il y a une préférence pour éviter des pertes. Oui, c'est ça. Et finalement, le troisième, c'est l'illusion de la compréhension. Combien de monde pense d'avoir tout compris, tout savoir et prendre des décisions là-dessus, quand en réalité, la réalité est beaucoup plus compliquée.
à toujours. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Donc,